Bonjour, on a assez bien dormi pour cette première nuit de notre aventure. Aller en calèche, tiré par 2 ânes à Rome. Dormir ici près de l'eau, c'est très reposant. C'est ultra silencieux. On entend juste les oiseaux, l'eau qui coule. Il n'y a pas du tout de passage. Donc là, on se réveille doucement. J'ai fait du montage hier soir jusqu'à tard. Parce que voilà, ça fait partie des choses que je me suis fixé, de filmer et de monter les vidéos dans la foulée et de les publier. Et là, on va aller se faire un petit plouf. Ça, c'est une des choses que j'adore en randonnée. Dormir près d'un point d'eau le lendemain matin, tu te trempes, ça te réveille, ça stimule. La fraîcheur de la nature vraiment réveille ton corps, réveille tes sens. Et après, ben, c'est bon, c'est mieux qu'un café, ça, quoi. J'adore cette sensation, en fait. Je sais pas, ça réveille tout ton corps. Et ensuite, eh ben, petit café, puis on va continuer notre aventure. Si vous venez de vous réveiller vous aussi, ben, bon matin et bonne journée. Puis si vous regardez cette vidéo le soir, ben, bonne soirée. En tout cas, je vous souhaite un bon vlog, bon visionnage. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie, le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens, une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Je reviens d'aller me laver dans la rivière derrière. Donc c'est génial. Et regardez ce que j'ai trouvé par terre. Un petit nid d'oiseau, tout en lichen et en mousse. Je vais l'offrir à Charlotte. C'est marrant parce qu'en fait, ça m'arrive vraiment souvent de trouver un nid en randonnée. C'est pas la première fois. Charlotte, oui, j'ai un cadeau pour toi. C'est beaucoup trop mignon. Symbole de notre lit douillet. Se réveiller dans ce cadre, je vous assure que ça donne envie de s'installer ici définitivement. Moi, je pourrais vivre ça tout le temps, toute l'année. Café. Eh bien, entre le plan d'avant et celui-ci, il s'est passé énormément de temps. On était censé prendre la route
et puis continuer notre aventure hein, parce que il me semble qu'on a du chemin. Je viens de publier aujourd'hui du coup le premier épisode du Pionnier sur les réseaux et vous savez il y a toute la communication à faire sur Instagram, sur TikTok, bon bref je vous épargne les détails, faire la vignette, faire le titre, tout ça. Et donc au final on s'est dit bon allez, il est tard, on n'a toujours pas mangé là, il est 17 h, on n'a toujours pas mangé et en fait on est trop bien, on est beaucoup trop bien installé avec la rivière, le spot, les ânes ont de quoi brouter. On les détache, hein, là on les attache parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver mais sinon on les laisse marcher un peu partout. Ils ont même été boire au bord de l'eau. Allez, avant de partir, on retourne faire un plouf. On n'est pas là pour se presser, hein. Donc forcément, vu qu'on prend notre temps, nous sommes enfin prêts à décoller. Il est 18 h, on part. En vrai on pourrait rester ici et passer une seconde nuit vu que l'endroit est trop bien. Mais là vu que c'est le début de l'aventure, on va pas commencer à se faire de trop longues pauses. On file au prochain village, on a quelques kilomètres mine de rien. On a vu qu'il y avait une épicerie, il est 18 h, on a moins d'1 heure pour y aller, elle ferme à 19 h. Parce que vous vous doutez bien, même si on fait ça à l'ancienne, et même si on se restreint énormément en s'infligeant beaucoup d'handicap, on se ressource quand même dans les commerces et épiceries des petits villages que nous traversons. Après notre alimentation elle est très simple, hein. C'est vraiment des noix, du pain, un peu de fromage et des fruits. C'est vraiment la base de notre alimentation. Cas exceptionnel, des sardines et du thon. Voilà, donc là, il nous manque des bières. As-tu passé une bonne première nuit? Comment elle a été honnêtement? Parfaite. Ouais. Super bien dormi, on est hyper bien installé. Est-ce qu'on n'est pas trop serré? On pourrait croire, mais pas du tout. On a clairement notre place. Le fait qu'on soit sous le toit de la calèche, en fait c'est génial parce que dès qu'on s'est mis à l'intérieur, parce que quand la nuit est tombée, on a vraiment commencé à sentir le froid sur nous. Et quand on est venu se coucher, on a tout de suite senti, on a l'impression d'être dans un petit cocon en fait. Ouais, en fait ce qui est génial c'est qu'il y a une sensation de cabane. Vu qu'il y a une ouverture là-bas, derrière, devant, nous nos têtes sont ici, on dort la tête là, pour l'instant on a aussi prévu de pouvoir dormir dans l'autre sens. En fait tout dépend de l'inclinaison du terrain. Mais vous voyez on a la tête ici, donc c'est ouvert quoi. Et bien croyez-le, quand on est allongé sous la tente, isolé aussi du sol par... les planches qui sont mine de rien épaisses, alors elles font pas cette épaisseur mais elles sont bien épaisses les planches, et on gagne quelques degrés, c'est ça qui est incroyable. Puis on est coupé du vent, de l'humidité qui retombe, non franchement on se sent super bien quoi. Allez, Dame Charlotte, tout est prêt, le chien est derrière, allez, c'est parti. Et c'est à 18 h que nos aventuriers commencent leur journée. Les gars, c'est même plus la Dolce Vita quoi, c'est la branlette Vita quoi. Bonjour. Enfin, Merci. merci. On va à Rome. On a aussi profité d'être... Je suis soufflé parce que là, il y avait, pour partir de l'endroit, il y avait une petite Grosse côte. montée. Et je viens de pousser la calèche avec bien sûr les deux ânes. Ouh, ça m'a tué. Fin de journée, ce mec il a roulé 5 minutes, on va s'arrêter là. Non, on en a profité pour laver nos habits. Donc là tout est propre. Donc c'est pour ça de temps en temps, vous étonnez pas si vous voyez des choses pendouillées sur les arceaux. C'est pas très chic, mais il y a un petit faut trou bien que là-haut. ça sèche. Je l'avais pas vu celui-là. Un petit coup de colle néoprène façon 19e, puis c'est réglé. Oui. Alors voir la crotte, le mec fait 10 fois la blague. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Pionnier, j'ai modifié un réglage sur mon téléphone portable. Donc là, c'est purement technologique ce que je vais vous parler. J'ai décidé de changer la fréquence d'image au moment du tournage. C'est-à-dire que là, je suis en train de tourner en 30 images secondes, alors qu'avant, je tournais en 60 images secondes. Donc pour vous, par logique, ça ne fait pas une grande différence. Mais pour moi, ça me permet de pouvoir filmer les mêmes quantités de vidéos que d'habitude, chaque jour, mais que cela me mange un peu moins d'espace dans ma carte mémoire. Parce que vous vous en doutez, filmer tous les jours, faire du montage, publier, archiver les vidéos, les photos, refaire les sons, les musiques, les voix off, bref, ça prend de l'espace et j'ai vraiment que ce téléphone. C'est-à-dire que si la carte mémoire est pleine, je ne peux pas changer de carte SD, je ne peux pas la vider,
Donc je dois vraiment publier mes vidéos le plus rapidement possible parce que sinon j'accumule trop d'images et après ça bloque. Et après je ne peux plus filmer et donc après il y a des jours où vous ratez l'aventure et l'histoire finalement. Bref, tout ça c'est technique, mais c'est aussi le concept dans ces vlogs, c'est de tout vous partager et que vous me voyez en même temps faire les vlogs au jour le jour, bref, comme un carnet de voyage, un journal intime. En ce début de journée, alors en réalité c'est en fin de journée, mais pour vous qui regardez cet épisode, c'est le début du vlog. Je voulais parler avec vous d'un sujet, parce que je prends des notes au fur et à mesure des sujets qui me viennent en tête et avec lesquels j'ai envie de converser avec vous, de monologuer plus exactement. C'est pourquoi avons-nous décidé de faire ça à l'ancienne? Pourquoi on s'inflige cet handicap de vouloir faire ça sans objet moderne? Et dans quel but en réalité? Je vais tenter de vous raconter un peu d'où ça vient ce délire de se costumer comme ça pour aller faire des randonnées. En réalité ça a commencé lorsque j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc le GR65. J'avais vachement chaud et du coup je marchais en kilt. J'avais pris une sorte de kilt et j'avais remarqué qu'à chaque fois que j'arrivais dans un village, les gens trouvaient ça marrant de voir un pèlerin qui fait ça à l'ancienne. Et moi j'étais là, ouais mais un kilt c'est pas trop ancien, tu vois, c'est pas ancien, en plus ça fait pas trop pèlerin, mais je voyais l'idée. C'était une manière, je pense que les gens voulaient dire, les pèlerins ils sont toujours habillés pareil, c'est toujours les éternels mêmes t-shirt fluo, rose fluo pour les meufs, bleu pour les mecs, le pantalon orange, tout qui clignote, tout est fluo, quand c'est Quechua et Decathlon c'est fluo. Et moi déjà à ce moment là j'avais pas de tente. Donc je dormais sous une bâche, je faisais vraiment ça à l'arrache moi, putain. C'était même pas un tarp, c'était vraiment une bâche bleue de chantier. Et vu que j'avais été parti avec peu de choses, et finalement j'avais pas d'autre choix que porter ce kilt et dormir sous ma bâche. Et c'est vrai que j'ai senti que ça avait mis une sorte de difficulté que j'appréciais. En fait chaque jour j'avais une autre saveur des choses parce que je découvrais tout simplement le minimalisme. Ce désir de voyager avec peu et cette satisfaction de savoir que tu portes tout sur toi. Tu n'es pas encombré même mentalement par une liste de choses qui n'en terminent pas. Tu sais que dès l'instant que tu as tes 2 chaussures aux pieds, ton kilt, ton sac à dos, tu as tout ce qu'il te faut, c'est bon, tu peux avancer quoi. Et j'avais trouvé ça super appréciable, très agréable. Donc pour terminer toute la partie espagnol du chemin de Saint-Jacques, là je m'étais dit cette fois je vais vraiment essayer de faire ça comme un pèlerin de l'époque. Donc j'avais viré le kilt et j'avais trouvé des vrais habits en laine avec une sorte de peau de mouton qui était à la fois mon matelas pour la nuit et en même temps mon pull, enfin mon manteau parce qu'il faisait froid. J'ai fait ça en automne-hiver en Espagne, je me suis même tapé de la neige. À ce moment-là mon autre conception c'était un objet à plusieurs fonctions. Par exemple, comme ma peau de mouton, c'était à la fois mon tapis de sol le soir, mon matelas, et en même temps mon manteau. Et encore une fois, je me suis rendu compte que ça me rajoutait comme un challenge, une sorte de défi. Il y a cette idée de l'accomplissement où quand tu arrives à la fin de ton aventure, tu te dis cool, je l'ai fait, mais en plus je l'ai fait avec tel facteur. La randonnée suivante avait été le sentier Qatar, une randonnée que j'ai adoré faire. Là-dedans, mon challenge, ça avait été de le faire pieds nus. Donc pendant, je crois, 13 ou 14 jours, j'ai marché en randonnée pieds nus parce que je voulais un peu plus me rapprocher de l'état d'esprit des Qatars, qui étaient, on va dire, des gens pieux, qui avaient cette philosophie de vivre dans la pauvreté avec 3 fois rien. On avait cette image du Qatar qui, en effet, pouvait marcher pieds nus, être en contact avec les éléments. Et donc voilà, j'avais essayé de faire toute cette rando, j'avais pas seulement essayé, j'avais réussi à faire toute cette rando pieds nus. Tous les soirs, je dormais dans un château Qatar en ruine, enfin bref. Ensuite, la rando qui a suivi, c'est l'année dernière, le chemin de Stevenson. Alors Robert Louis Stevenson, c'est un écrivain qui a voyagé dans les Cévennes dans les années 1800. Il a fait ça avec un âne. Et donc moi, en allant faire cette randonnée, qui dure à peu près 14 jours aussi, c'est là où j'ai découvert les ânes, parce que j'en ai loué un. Cet âne s'appelait Archie, c'était ma première rencontre avec l'univers des ânes et des équidés de manière générale. Je suis littéralement tombé amoureux d'une marche accompagnée d'un animal, sauf que l'âne, je l'avais loué, donc je ne pouvais pas rentrer chez moi avec. Et donc à la fin de mon aventure, lorsque j'ai rendu Archie à son propriétaire, je suis resté dans le petit village où je me trouvais jusqu'à trouver un âne à adopter. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sindel, ici présente. Ça va ma blabline? Pour m'approcher le plus possible des conditions dans lesquelles l'auteur Robert Louis Stevenson avait fait sa traversée des Cévennes, en plus de louer un âne, je me suis dit ça serait bien de louer un âne, faire ça comme à l'époque, mais aussi d'être
avec les mêmes objets, les mêmes fringues, les mêmes chaussures, les mêmes duvets. Et du coup, je me suis renseigné avant mon départ et j'avais essayé de trouver à peu près le même type d'habit qu'on pouvait trouver au 18e, 19e siècle. Et surtout que dans son bouquin, Robert Louis Stevenson détaille assez bien son sac et ce que l'âne porte. Et ça nous donne plein d'informations sur le voyage, comment il était exécuté et réalisé à l'époque. Donc ça a été une source pour moi de m'inspirer et de me dire ouais, c'est génial. Et en réalité là, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit ah mais c'est trop bien voyager comme ça. Je trouvais que ça dégageait une forme de poésie et surtout c'était en accord avec ma vision des choses. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde de plus en plus artificiel où on nous propose toujours des gadgets d'une inutilité incroyable, mais autant je trouve aussi qu'on pourrait très bien s'en dispenser en réalité. Alors j'ai peut-être toujours eu un côté Amish en moi. Alors les Amish, je sais pas si vous voyez, c'est ce peuple en Amérique qui refuse la modernité. J'ai la sensation quand je vois des photos de familles anciennes, quand je vois des images d'archives, quand je vois des reportages, des documentaires, il y avait, il me semble, une simplicité de vie qui finalement reliait les gens à l'essentiel, les reliait à des valeurs simples qu'étaient la famille, le travail de la terre, le travail des matériaux nobles, le bois, la pierre, le cuir, un savoir-faire. Il y avait une sorte de respect aussi, je trouve, les uns envers les autres. Je ne dis pas que c'était des temps faciles, il y avait des guerres, il y avait des famines, il y avait tout ce que vous voulez. Je parle pas spécialement au Moyen-Âge, même à l'époque de la Révolution industrielle. La vie n'a jamais été simple de tout temps, mais il y avait une forme, je trouve, de prestance, surtout une mentalité différente, parce que non noyée dans des informations artificielles et superficielles. Le plus bel exemple de ça, c'est par exemple les applications comme TikTok, qui sont ni plus ni moins que de la malbouffe intellectuelle. C'est ce truc de... On te propose un flux d'images, tu n'as même plus le QI à aller choisir toi-même une vignette. À l'inverse, par exemple sur YouTube, où tu dois quand même cliquer, tu perds au moins une demi-calorie à faire un effort. Là, TikTok, on t'abrutit, c'est un lavage de cerveau. On s'en rend plus compte, mais ça occupe toute la périphérie de la vision, en fait. Donc ton cerveau est constamment stimulé. Donc tu scrolles, t'as un filet de bave. Et lorsque tu éteins ton TikTok, souvent les gens disent « Oh là là, je suis resté trop longtemps là-dessus, je m'en suis pas rendu compte, j'étais en train de poser ma pêche. » Mais 2 secondes après, ils vont prendre une manette et s'asseoir devant leur écran et ils recommencent avec un autre écran qui clignote, qui fait de la musique, qui fait du bruit. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on sollicite tout le temps l'œil, le cerveau, la rétine, par des sons, des lumières, des informations, par de la publicité. Ce flux d'informations quotidien, cette attaque, ce viol de l'esprit constant par les jeux vidéo, les livres, les films, tout ce que vous voulez, et bien moi c'est quelque chose, j'y trouvais pas mon compte. Et pourtant gamin, j'ai été comme tout le monde, hein. J'ai joué aux jeux vidéo, j'ai lu des mangas, et j'étais content d'aller voir Jurassic Park au cinéma, mais c'était bizarre parce que même lorsqu'il y avait des films comme par exemple Matrix qui sortaient, moi ça m'a jamais parlé en fait. Parce que c'est des problèmes numériques, d'ordre informatique, ça concerne un monde uniquement moderne, contemporain en fait. Le scénario de Matrix, il ne peut pas exister si tu pars du principe qu'on n'a jamais développé la technologie. Parce que c'est les robots qui ont pris le dessus, machin. Et moi je me rappelle, j'étais plutôt team Seigneur des Anneaux. Parce qu'à l'époque t'avais la trilogie du Seigneur des Anneaux, et en même temps t'avais la trilogie de Matrix. Et le pire c'est que dans les deux, t'avais un même acteur, celui qui joue Elrond, et puis celui qui joue je sais pas qui là, Neo, ou je sais pas, il joue quoi l'autre dans Matrix? Bon bref, il joue un videur de boîte de nuit. En fait ça m'évoquait rien. Et quand les gens disaient ah j'ai adoré Matrix, oui tu l'as adoré, mais est-ce que t'as été touché par Matrix, tu vois? Le Seigneur des Anneaux, je trouvais que c'était un film qui portait des valeurs. T'as envie d'y être, c'est un monde beau, c'est poétique. Ça fait rêver, c'est fantastique. Matrix, ça fait pas rêver. À aucun moment tu dis j'aimerais vivre dans l'univers de Matrix. En grandissant, je me suis dit il faut que j'essaye de m'approcher de ma vision des choses pour être en harmonie avec moi-même. Il faut pas juste fantasmer la vie. On dit sois ton propre changement. Fais le premier pas du monde que tu veux voir en fait. Mais plutôt que de toujours se dire c'était mieux avant, ou à l'époque ils savaient mieux parler, à l'époque les gens avaient une certaine classe là, il y avait une lenteur de la vie, il y avait un savoir, il y avait un plaisir de la vie douce et calme. Je me suis dit ben, autant l'incarner en réalité. Et ça a surtout été l'année dernière sur mon aventure Le Messager, où j'ai eu, disons-le, cette révélation. J'ai marché comme ça pendant 5 mois au rythme de la nature, au rythme de mon âne, à vivre dehors, avec la météo, le relief, avec les rencontres. Ouais, là je suis en accord, là je me sentais parfaitement aligné. Et une fois qu'on a goûté ça, tu ne peux plus en fait reprendre une vie moderne. C'est pas juste pour le folklore, on n'est pas juste bien habillé à l'ancienne pour faire beau ou pour faire stylé sur YouTube. On essaye d'incarner un mode de vie,
C'est un mode de vie ancien, mais qui, je suis persuadé, retrouvera sa place dans le futur. Les véhicules de demain, c'est ça. Quand on arrivera à un cul-de-sac, une saturation de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est modernité, quand on arrivera dans une forme d'impasse, qui nous dit qu'on ne va pas revenir à des valeurs saines. Si nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus d'anxieux et de dépressifs, et attention, je ne m'exclus pas quand je dis ça, c'est parce que ça va trop vite. Tout va trop vite. Tout va trop vite et personne ne s'écoute. Et moi, ce que j'essaie de vous prouver à travers ces vidéos et à travers cette expérience ou cette performance de voyager sans objet moderne en faisant ça à l'ancienne, c'est que d'un, on peut le faire, on peut écouter son cœur, on peut vivre avec peu de choses et surtout ça crée une cohérence, une harmonie et de la poésie. Parce que je reste avant tout un vidéaste qui a envie de créer une œuvre en plus d'un parcours, en plus d'une randonnée. Et qu'est-ce que j'ai envie de laisser de moi sur terre après mon passage? J'ai pas envie de laisser des broutilles, j'ai envie en réalité d'aider mon prochain. Simple plaisir d'une belle vidéo. Les gens qui sont chez eux, qui regardent ces vidéos, ça peut leur apporter un peu de douceur, de beauté et de lenteur dans ce monde qui finalement aspire votre énergie comme un vampire qui en voudrait toujours plus. Et puis pour finir sur cette idée de faire ça à l'ancienne, après avoir voyagé avec Sindel, comment évoluer en réalité? C'est quoi l'étape? Après que tu aies fait une randonnée de 5 mois avec ton âne en marchant, c'est quoi l'étape? Et l'attelage, donc le fait d'avoir une charrette qui est tractée par des animaux, me semblait être l'évolution logique, la suite logique de ce périple. Je trouve que c'est un bel objet en réalité. Cette combinaison parfaite entre le bois, l'acier, le cuir. Et forcément, lorsque tu composes une musique, tu vas pas mettre du didgeridoo d'un coup dans un morceau celtique. Mais là, c'est un peu ça. La composition des objets pour partir doit avoir une forme de cohérence. On n'a pas envie, si tu veux, quand tu vois une calèche comme ça, d'avoir d'un coup un sac Leclerc en plastique. Tu vois ce que je veux dire? Un duvet de chez Action et des conneries quoi. Je maintiens qu'il est important en réalité de vivre dans une forme d'harmonie des objets qui nous entourent. Ce que les gens modernes appellent cocooning. C'est juste un endroit où on se sent bien, on se sent à l'abri, on se sent chez soi, on se sent protégé. Mais cet espace cocooning, c'est quoi? C'est simplement une cohérence de l'environnement où tout va bien ensemble. Il n'y a pas quelque chose qui vient dénoter. Et bien la création de ce voyage a été pensée de la même manière. Alors après, tout ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. J'ai pas été dans une boutique, dit ah ben j'achète ça, c'est bon, j'ai mon matos ce 19e, on y va. Non, c'est de la récup, c'est des brocantes. On est même monté en Belgique pour faire des brocantes spéciales sur des trucs d'antiquité, pour trouver par exemple ma valise. Il y avait quoi d'autre? Il y a la lanterne aussi. La lanterne qui est là, qui fonctionne à huile. La valise que vous voyez là, une vraie valise, j'ai même les clés. Bon alors les serrures sont démontées, j'ai encore les sangles en cuir, mais j'ai la clé. Donc il y a un délire aussi de recyclage et de tomber sur des petites pépites. C'est au fil de mes diverses randonnées qu'à chaque fois, je rajoutais quelque chose de plus. D'abord je vous dis, je vous ai raconté l'exemple, il y avait le kilt, mais après il y avait la double fonction des objets, puis après j'en rajoutais un, puis un autre, puis à un moment donné, tu atteins un palier où tes godasses font tâche, donc tu es obligé de trouver d'autres chaussures. Et c'est de cette manière que nous sommes arrivés petit à petit à nous constituer tout le matériel qu'on a. Alors oui, en vrai on peut encore se dispenser de beaucoup de choses, à commencer par le téléphone portable, le drone. Et vu qu'on est parti dans un délire de minimaliste, alors minimaliste ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment voyager léger. En gros on n'a que les habits qu'on porte sur nous, on n'a pas 10 000 habits, hein. Moi j'ai que ça, et dans ma valise j'ai genre un slip de rechange, une chaussette de rechange, et j'ai une autre chemise. Globalement c'est tout. Et Charlotte pareil, elle a 2 robes, on voyage très léger. Et je vous assure que ça libère l'esprit. Ça libère l'esprit, tu te dis ok j'ai tout avec moi là. Et puis dernière raison, mais je pense que vous l'avez bien compris, c'est simplement ce plaisir d'arriver dans des petits villages, des petits bleds, et que les gens en fait sont contents de voir quelque chose d'harmonieux et de poétique. Puis je voulais dire aussi, depuis l'an passé que j'ai voyagé avec Sindel, beaucoup de parents m'écrivent pour me dire que leurs enfants suivent les aventures de Bunker Sauvage, de Céleste et Babine. Donc en plus il y a quelque chose de générationnel où ça va aussi bien parler aux petits, aux enfants, qu'aux grands. Ça va réveiller un peu quelque chose de lié à l'enfance. Et lorsque les parents m'écrivent pour me dire ah Céleste, ma gamine de 5 ans est à fond avec tes aventures, mon fils de 12 ans n'arrête pas de me faire des dessins de toi, ou hier soir on a regardé tes vidéos en famille. Alors bon attention parce que des fois je suis un peu vulgaire, donc protégez quand même vos enfants. Mais voilà, ça fait plaisir, et parce que je pense qu'en réalité ça fait vibrer une corde chez tout le monde.
ce voyage simple avec des petits ânes. En fait, c'est super attachant les ânes. Pour résumer, c'est pas juste pour faire beau, c'est pour être en harmonie avec nos valeurs, notre vision du monde et être en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on a envie de créer, de dégager autour de nous, comme si nous voulions incarner le monde dans lequel on a envie d'être. Il y a ce plaisir du déguisement, vous voyez. Quand j'étais gamin, je me rappelle, moi j'étais pas dans une famille où on avait beaucoup de déguisements. Mais j'avais toujours un cousin ou un pote, quand t'allais dans son grenier, il avait vraiment la malle, le coffre avec 10 000 déguisements dedans. Il y avait toujours l'astronaute, le cow-boy, le policier, l'infirmier, le gendarme, le pompier, tu vois ce que je veux dire? T'as eu des trucs comme ça aussi toi? Oui. Chaque fois que t'enfilais un costume, ça te galvanisait et tu t'y voyais. Et tu savais que c'était fictif. Mais tu savais que t'étais pas un astronaute, t'es un môme, t'as tes couches pleines. Évidemment que t'es pas un astronaute. Mais le simple fait d'incarner cet habit te confère une forme de confiance en soi où à ce moment-là, t'es un astronaute. Et quand tu marches dans la rue, t'es persuadé que tout le monde te voit comme un astronaute. C'est pour ça que les gens adorent les fêtes comme Halloween, parce que enfin c'est un jour où on peut s'habiller comme un con et qu'on n'est pas jugé quoi. Et on peut être qui on veut. Donc t'as les éternelles nanas qui sont contentes enfin d'être habillées en pupus de vampire. T'as pas remarqué? Les mecs sont toujours dégueulasses mais les nanas sont toujours bonnes. Tu butes le garou. Moi c'était Clodo Zombie quoi. Ou alors les fêtes médiévales. Moi j'ai fait énormément de fêtes médiévales, toi aussi j'imagine. Les gens sont enfin contents, genre ah ça y est je peux être habillé en chevalier parce que le reste du temps je suis une pauvre merde. Et ben alors pourquoi t'es pas en chevalier toute l'année si t'as envie? Et ben voilà, c'est avec ce constat simple où tu te dis bon allez bas les couilles, on passera pour des marginaux, des fous, mais au moins on sera heureux. Et en réalité on a tellement mis la barre haute, c'est pas juste on a un froufrou, c'est pas juste oh j'ai une chemise à jabot. Non, c'est genre j'ai une chemise à jabot, j'ai des ânes, j'ai une charrette, tout est histo. Et à un moment donné il y a tellement d'outrance, on éclate la barrière de la moquerie. Parce qu'en fait à un moment donné on se dit bah, ils font la con là-bas ou ah non ils sont bien sérieux. Et du coup ça revient dans un truc, ah mais finalement c'est cool, finalement c'est poétique. Et je crois que c'est juste ça en réalité, on voulait se déguiser parce que j'avais pas de costume quand j'étais petit. On arrive enfin, je crois que c'est Vieille Vie ici, c'est ça? Vieille Vie, c'est marrant ce nom de village, c'est assez beau. Et ça a l'air de bien porter son nom, ça a l'air d'être un petit village bien paisible. C'est un peu dans la thématique, hein. Vieille Vie c'est nous quoi. Alors on s'est renseigné en parlant à des gens qui habitaient un peu à l'entrée du village. Il y a une épicerie qui ferme à 19 h, je crois qu'il est 19 h donc on va tenter. Il n'y a pas de voiture derrière moi, non c'est bon. On va tenter, on peut pas de toute façon aller plus vite, puis c'est pas notre concept. On n'a pas envie de courir après le temps, on n'a pas envie non plus de faire courir nos animaux. Par contre, je le répète, hein, je sais pas si vous avez compris ça, mais pendant quelques jours là on est quasiment que sur du plat, on longe un cours d'eau. Donc ça va être des journées cool, même en termes d'effort pour les animaux. Bonjour. Et voilà. Oh, il fait bon ici. Assis comment Charlotte porte les courses. On dirait que t'as une grosse couche. Ça va Babine? Donc en sortant de l'épicerie, on est tombé sur une famille qui venait voir notre camping-car. Parce qu'ils sont en camping-car eux là. Donc ils venaient dire, bah dis donc il est marrant votre camping-car. Ils étaient étonnés de savoir qu'on dormait dedans aussi. Bah comme un camping-car finalement. Du coup on voit qu'il est déjà tard et on voit qu'on peut se mettre là. Ça a l'air d'être un air, alors on va pas se ranger là par un camping-car. Parce que là-bas il y a l'air d'avoir un champ, donc on va aller voir ça. Génial. Bah, ce fut une sacrée journée. Bon, j'avoue aujourd'hui on n'a pas beaucoup avancé. Par contre là l'endroit mais il est excellent. Bon c'est un peu la continuité de là où nous étions ce matin. Ce qui est très agréable c'est que dans ce genre de petit village français, tu as vraiment un soin apporté aux voyageurs, tu as vraiment un désir de l'accueillir. Tu vois, tu as tout un terrain
prêté par la commune, avec des petites tables en bois de pique-nique. T'as des points d'eau, ce désir d'accueillir les gens. Et ben c'est super quoi. Là, je vois qu'il y a un petit accès à... Charlotte, j'ai l'impression de vivre dans un rêve. Je sais pas, les montagnes qui nous entourent, la chaleur de la lumière, l'herbe, les grillons. Tu vois mon Balti, ça c'est sa nouvelle vie. On marche, on bouffe, on marche, on bouffe, on marche, on bouffe. Est-ce que ça te plaît? Oh oui, beaucoup. Vraiment, je suis content. Elle est jalouse, tu l'entends pleurer elle? Elle est jalouse quand t'embrasses l'âne. T'es jalouse, oui. Et oui, parce que Balthazar, il est, maintenant ça fait plusieurs mois qu'il est avec nous. Mais il n'est pas habitué à ce mode de vie-là. D'habitude, c'est un âne qui a été formé à l'attelage. Donc lui, il sait faire. Hein. Vraiment, tu dis gauche-droite, il sait faire. Tu dis avance, arrière, galop, courir. C'est vraiment le professionnel de l'attelage, c'est Balthazar. Là, ils font de l'attelage en paire, en duo. Du coup, ils forment actuellement Babine. En fait, Babine se cale sur Balthazar. Balthazar, pour information, c'est un âne qui a 12 ans. Sindel, quand je l'ai eu, elle avait 6 ans, donc là, elle doit avoir 7 ans. Et par contre, Balthazar, c'était vraiment de la calèche, comment dire, de loisir. Avec ces petites charrettes, vous savez, une personne, à les grands max 2 places, des charrettes à 2 roues. Du coup, Balthazar était formé là-dessus. Il n'a pas été formé avec la charrette en bois que vous voyez derrière. Donc, il faisait des petites balades à la journée, quoi. Que là, c'est la première fois que lui, il découvre cette idée du voyage, en réalité, de bouger, de dormir, de s'arrêter. Chaque soir, c'est une nouvelle maison. Alors elle, Sindel, elle est clairement habituée à ce mode de vie. J'ai même l'impression que ça lui manquait, parce que là, je la sens heureuse d'être repartie à l'aventure. Elle va faire un pipi tellement qu'elle est heureuse. Alors, à quoi ressemble un pipi d'âne? Ce qui me fait marrer quand ils font pipi, c'est la manière dont ils tiennent leur queue toute droite derrière. Et donc Balthazar, lui, il découvre littéralement ce mode de vie. Babine fait pipi, Balthazar fait pipi aussi. Ils se copient tous les deux, ils sont trop mignons, ils sont adorables. T'as un insecte sur la manche. Il est vraiment très étrange. Il est beau, hein. Waouh. On l'amène en Italie. On va t'appeler Pizza. Oh. On va t'appeler Pizza. Désolé, il va forcément y avoir des blagues de ce genre, les gars. Il va falloir vous y attendre. Petit fromage trouvé dans l'épicerie. Ce qui est bien quand on est dans un contexte pas civilisé, quand on n'est pas chez soi, c'est que là, bon, vous êtes chez vous, vous faites quoi? Vous prenez un couteau, vous coupez. Là, on peut faire une fois. Un peu plus tôt dans cette vidéo, j'ai tenté de vous expliquer notre plaisir et notre volonté à vouloir absolument voyager à l'ancienne avec des vieux objets costumés comme à l'époque. J'ai oublié de parler de quelque chose qui est assez important. En fait, ça porte un nom, tout ça. Déjà, on peut appeler ça des GN, grandeur nature. C'est une pratique qui se retrouve souvent dans le monde médiéviste, ou en tout cas historique, les passionnés d'histoire. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de jeu de rôle, jeu de société, mais grandeur nature, d'où son nom, GN. Ça, tu en trouves décliné sous plein de formes. Moi, je sais que j'avais une bande de potes à Toulouse qui étaient passionnés de GN autour de l'univers de Game of Thrones. Petite cloche qui signifie apéro. C'est le mec qui a plus rien, l'apéro c'est toutes les minutes quoi. Donc ça, on appelle ça des GN. Ça peut aussi porter le nom de reconstitution, tout simplement, reconstitution historique. On a encore cette ambiance-là dans, par exemple, beaucoup de fêtes médiévales. En France, on est assez fourni et gâté de ce côté-là. Il y en a plein, surtout en ce moment-là, dans les périodes printemps-été. Donc une fête médiévale, c'est quoi? C'est tout un village, en fait, qui se remet dans l'ambiance moyenâgeuse. Donc t'as les ruelles, ils foutent de la paille, des poules. Tous les villageois sont habillés en... Voilà, tu vas voir l'artisan, le forgeron, le machin, et puis chacun vient sur un stand présenter des choses. Et moi, ça, par contre, j'en ai fait beaucoup, que ce soit en tenant un stand ou simplement en tant que visiteur. Et dernier point que je voulais aborder, il y a aussi, dans une branche scientifique, ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. Alors là, c'est le terme officiel et technique. Donc c'est la recherche du passé. Plutôt que d'aller sur un terrain pour essayer de retrouver des objets, c'est incarner, se remettre dans les mêmes conditions que par exemple le peuple qu'on étudie, pour voir si nos hypothèses sont faisables ou ça reste du domaine du fantasme. Alors
Je vous donne un exemple. L'année dernière, sur le Messager, à un moment, j'arrive dans un village gaulois. Et donc le propriétaire de ce lieu, c'est comme si vous voulez un petit parc d'attractions. En fait, c'est un village gaulois. Directeur de ce centre, en fait, il faisait de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'était posé la question comment les Gaulois faisaient pour naviguer sur l'eau. Et plutôt que d'essayer de retrouver des traces de bateaux, de barques ou de je ne sais pas quoi, il s'est dit, bon, à l'époque, ils avaient tels matériaux, ils avaient tels animaux, ils avaient tels outils, tels métaux. Et on va essayer de faire un truc en réincarnant les personnages historiques. On peut se remettre dans les mêmes conditions que l'époque et se dire non mais ça en fait c'est du fantasme, ça c'est un délire, ça n'existe pas. Les pyramides viennent forcément des extraterrestres, c'est pas possible autrement parce qu'on a essayé de refaire ça avec un marteau et un burin, c'est mort, c'est impossible. Lorsque j'ai découvert ça, ce terme-là, archéologie expérimentale, je me suis rendu compte que c'est en réalité ce que je faisais sans savoir que ça portait ce nom-là. Ce que nous faisons là avec Charlotte, on se remet dans les mêmes conditions qu'un explorateur, qu'un pionnier ou qu'un voyageur tout simplement de l'époque. Est-ce que cette chevauchée fantastique, c'est que du domaine du conte, de l'histoire ou des films qu'on a vus, ou est-ce que c'est concret, c'est faisable? Ah, ça va faire du bien un petit repas chaud, parce qu'on a eu très froid aujourd'hui. Non, je plaisante, hein. Il faisait 1000 degrés. Non, c'est parce qu'en fait dans l'épicerie, il y avait des petites pâtes, et on s'est dit, hey, mais ce serait l'occasion de tester notre nouvelle popote, Histo aussi. Alors elle, je pense qu'elle a connu la guerre, elle. Trouvé en brocante aussi. Et on a pu trouver aussi du petit pain, c'est le genre de truc qui fait toujours plaisir ça. Que cette porte, il y a un énorme trou, mais on est quand même content de la fermer le soir, on se sent à l'abri. Ah, c'est bon, je suis à l'abri. C'est le moment de se coucher. On a des couvertures en laine, on a des peaux de mouton, c'est nos tapis de sol, c'est nos matelas, et on dort avec ce genre de couverture cape en laine, parce que c'est en même temps la cape de Charlotte, donc c'est son pull quoi, et moi j'ai la même aussi. Donc c'est à la fois nos pulls, à la fois nos couvertures. Mais on a aussi des couvertures en laine en guise de matelas là, dessous la peau de mouton là. Voilà, alors vous la voyez là. Couverture en laine, vous savez comme on trouve quand tu loues un Airbnb, que tu ouvres un placard, quand on te dit si vous avez froid, il y a ça ici. Il y a toujours des couvertures pourries de militaires, de l'armée, tu veux dire. C'est ça. Mais version histo, on a essayé d'en trouver des qui collent avec le thème. Dont une que je trimballe dans toutes mes randonnées, c'est simplement celle que j'avais trouvée sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc elle a une grosse croix dessus, brodée, couverture en laine. Et donc en fait on les met dessous nous, sur le plancher directement. Après on met la peau de mouton, on en a une chacun. Et après on a nos capes. En laine aussi. Les petits coussins. Et après on a les petits coussins en velours, avec des petits pompons, qui sont à la fois objets de déco lorsqu'on roule et en même temps coussins de nuit. Quand on prépare les valises ou un sac de rando, on est toujours tenté de se dire ouais mais si j'ai froid je vais quand même prendre un pull. Là je vous parle d'un pull normal, un pull à capuche avec une fermeture éclair et machin. Mais au final tu sais que si tu le prends, tu seras tenté de le mettre dès l'instant que tu auras froid. Alors que là, de vraiment se dire non, non, on prend pas, on prend autre chose, on prend une couverture en laine. Mais quand il fait froid, t'as froid, donc tu fais quoi? Tu prends ta couverture en laine. Donc en fait, tu restes dans la thématique cohérente. L'autre exemple de ça, c'était sur une randonnée que j'avais faite. C'était Stevenson. En fait, il y a un ami qui m'a dit si tu veux, je te prête ma tente. Et moi, je dis non, je vais faire ça en tarp. Il m'avait dit ouais, mais comme ça, si un jour t'as froid, parce que j'étais parti assez tôt, j'étais parti fin avril, début mai, il y avait encore du givre certaines nuits. Il m'a dit comme ça, si t'as froid. Et il m'a jusqu'au bout, j'étais tenté. Je disais ouais, ça serait quand même bien que j'ai la tente au fond du sac, en mode si un jour il y a un problème, j'ai une bonne tente plutôt que mon tarp pourri. Et au final, je l'ai pas pris. Et du coup, ça m'a obligé le soir à monter ton tarp. Et du coup, c'était obligé à être en condition. En fait, tu peux pas tricher en fait. Mais c'est pas vraiment tricher, c'est vraiment ce truc où tu peux pas succomber à la facilité. En mode oh attends, ce soir j'ai la flemme de monter le tarp. En fait, t'as pas le choix, t'es obligé de le monter. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça que je mets un point d'honneur à vraiment qu'on soit dans la thématique quoi. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans cette conversation à cette heure-ci alors qu'on est fatigué. Moi j'ai du montage à faire et surtout je voulais vous raconter une anecdote.
la plupart du temps, j'ai mon téléphone avec moi et du coup, lorsqu'il nous arrive un truc, hop, j'ai le réflexe maintenant, ça fait plusieurs années que je fais ça, de le sortir pour filmer, afin de me dire, voilà, j'en ferai quelque chose au vlog. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être tout à l'heure quand on va dans l'épicerie, ça peut être n'importe quoi, un événement, tu vois, d'un coup, Sindel n'avance plus, hop, je dégaine parce que je veux qu'on ait nos vraies réactions en temps réel de pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et là, par exemple, juste avant de se coucher, j'ai été voir les ânes qui sont attachés dans un arbre un peu plus loin là-bas, mais j'ai pas pris mon téléphone. Et du coup, quand je suis arrivé, je voyais que Sindel était pas du tout là où on l'avait attaché. Et en fait, son licol a cassé. Le licol, vous savez, c'est le genre d'arnais qu'elle a autour de la tête, autour du museau seulement. C'est son collier, quoi. C'est là où on attache après la laisse. Ça avait pété, en fait. Alors, par chance, avant notre départ, j'avais remarqué qu'il avait une fragilité, ce licol. C'est le licol avec lequel j'ai marché pendant 5 mois. Donc, il est carrément usé, le truc. Et je savais qu'il risquait de péter, mais j'aurais pas cru qu'il pèterait si vite dans l'aventure. Donc en fait Sindel était libre depuis tout à l'heure, mais elle est restée autour de l'arbre, elle n'a pas bougé. Donc moi je vois Sindel dans le champ, je vois le licol par terre exploser. Et par chance j'en avais pris un second qu'on a été lui mettre. Donc soyez pas étonnés si dès demain vous voyez qu'elle a un nouveau licol rouge il est. Et voilà, et par exemple ça c'est ce que je vous dis, c'est j'aurais aimé le filmer. J'aurais aimé filmer, ah mais merde son licol est pété, on va la chercher dans le champ d'à côté. Charlotte me ramène le licol nouveau, on lui remet machin. Mais voilà. Je l'ai pas filmé, donc je vous le raconte. Bonne nuit. Bonne nuit Charlotte. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.